Il a été réélu l'an dernier député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne avec le nouveau Front populaire. Engagé de longue date sur les questions de justice sociale, de logement, d'écologie, il est aussi dans le viseur de ses adversaires depuis quelques semaines, pris dans quelques polémiques locales et nationales. Ce matin, François Piquemal est avec nous pour évoquer l'actualité politique nationale et internationale. Bonjour François Piquemal. Bonjour, merci de me recevoir et bonjour à tout le média. Merci d'être avec nous ce matin. C'est parti pour l'entretien. Il y a un peu plus d'un an, les Français ont été appelés à voter pour de nouveaux députés. On a vu la gauche s'unir autour d'une seule bannière, le nouveau Front populaire. Elle avait même arrivé en tête, mais pas suffisamment pour atterrir à Matignon. Quel regard portez-vous sur cette année où l'Assemblée nationale a souvent semblé bloquée avec le RN comme arbitre et le NFP semble être maintenant un lointain souvenir? Je crois qu'on a eu la concrétisation du rapprochement du bloc macroniste d'une part et de l'extrême droite. D'ailleurs, il y a eu de récentes statistiques qui ont montré que le Rassemblement national votait quasiment, je crois, 70-80% des propositions de loi développées par le gouvernement. Donc il y a ce fait-là qu'on connaissait, ce glissement progressif, on en reparlera peut-être, de fusion. Oui. Pour ce qui concerne le NFP et la France insoumise, eh bien, on essaye de porter peut-être la première force d'opposition et la première force de proposition également. Donc en proposant un certain nombre de propositions de loi. Mais ce que vous avez décrit est assez juste, c'est-à-dire, on le savait, il n'y a pas de majorité absolue. Donc on est dans une situation un petit peu bloquée, qui nécessiterait en fait qu'il y ait un retour vers le peuple. C'est ce qu'on dit depuis le début. Emmanuel Macron a enlisé le pays dans cette situation-là. Et il n'y a que les Françaises et les Français qui peuvent régler le problème en choisissant un mouvement politique, une coalition et un programme clair. Justement, vous pensez que Emmanuel Macron peut à nouveau choisir une nouvelle dissolution? Maintenant, un an sont passés, il peut demander un retour aux urnes aux Français, car il semble déjà ne plus trop vouloir François Bayrou comme Premier ministre. Il s'est même dit qu'il était encore surpris qu'il soit encore là actuellement. Bon, ce qui aurait été honnête de sa part, c'est de décréter des élections présidentielles anticipées, étant donné la crise politique dans laquelle il a plongé le pays. Crise politique, mais aussi crise sociale et aujourd'hui crise écologique notamment. Maintenant, est-ce qu'il peut dissoudre? Emmanuel Macron est capable de tout, on l'a tous vu, donc l'hypothèse est toujours là. Est-ce qu'il a un intérêt politicien à le faire? Pas forcément. Mais nous, on est prêts à aller et à retourner devant les urnes pour présenter notre programme et puis que les Françaises et les Français tranchent. En tout cas, il semble déjà se projeter dans l'après. Lors des 10 ans des jeunes avec Macron, il a laissé entendre qu'il fallait encore compter sur lui. Vous y croyez quand même à un retour de Macron en 2032, du coup, pour le coup? Alors, moi, j'y crois pas, mais en tout cas, c'est son calcul depuis le début. Avec la dissolution, ce qu'il avait prévu, c'est non pas une victoire macroniste avec un Premier ministre issu de ses rangs, mais c'était Jordan Bardella, Premier ministre. C'était ça le plan. Il n'avait pas prévu que la gauche soit capable de s'unir, ce qu'elle a été capable de faire sur un programme de rupture. Donc lui, il se vit comme l'alternative à l'extrême droite. D'ailleurs, il a été élu au second tour à chaque fois sur ce versant-là, en disant « c'est moi qui vais faire le barrage », un barrage qui, on l'a vu, n'a cessé de céder au fil des années. Donc il se dit dans son scénario, tel que je l'imagine, c'est bon, en 2027, il y aura éventuellement l'extrême droite au pouvoir et j'arriverai comme le recours en 2032. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer puisque c'est, à mon avis, un candidat ou une candidate insoumise qui sera au pouvoir en 2027. On s'approche donc justement tout doucement de la fin de son second quinquennat et on peut se poser la question de son bilan, notamment sur le niveau de vie des Français. L'INSEE vient de publier donc lundi ses données sur l'année 2023 et le taux de pauvreté atteint 15,4%, son plus haut niveau depuis 30 ans. Près de 10 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Quel bilan on peut faire des politiques macronistes en termes de justice sociale? Vous avez raison, il y a ce rapport qui montre que sous Macron, le résultat, c'est quoi? C'est 1,2 million de personnes pauvres en plus. On n'a jamais eu autant de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté parce qu'on en compte dans le rapport, je crois, 10 millions, 9,8 millions exactement. Mais on ne compte pas, par exemple, les personnes sans abri, les personnes qui vivent dans les territoires d'outre-mer, où on sait que les conditions de pauvreté sont aussi importantes. Donc on pourrait même dire 11 millions de personnes. Mais de toute façon, c'est
c'est massivement beaucoup trop et pas acceptable. Et d'autant moins acceptable quand on voit par exemple que les 500 familles les plus riches de France ont, elles, doublé leur patrimoine. Quand on apprend via un rapport sénatorial ces derniers jours qu'il y a eu 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises en 2023, pour donner un ordre d'idée aux personnes qui nous écoutent, le déficit de la sécurité sociale avec lequel on nous bassine tout le temps, c'est 13 ou 16 milliards d'euros. C'est-à-dire que grosso modo, avec les 211 milliards d'euros, c'est 13 fois le déficit de la sécurité sociale. Donc il y a eu des choix politiques qui sont des choix d'inégalité, de partage de la richesse. Bon, c'est pas nouveau, on le sait, des niches fiscales pour les ultra-riches et de moins en moins de ressources pour celles et ceux qui sont le plus dans la difficulté, puisque les 10% les plus pauvres ont perdu en moyenne 110 euros de pouvoir de revenus, alors que les 10% les plus riches ont, eux, vu augmenter leurs revenus d'à peu près 800-900 euros par mois. Vous en parliez tout à l'heure, vous espérez qu'en 2027, un insoumis soit au pouvoir. Que LFI ferait justement pour inverser cette tendance? Avec quel levier immédiat vous pourriez agir pour justement permettre qu'il y ait moins de pauvres en France? Je vous en donne trois rapidement. Un, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, y compris évidemment dans le secteur alimentaire. Ça, on en avait déjà parlé au moment de l'inflation, mais je pense que c'est toujours d'actualité. La question de l'augmentation des salaires. On veut passer le SMIC à 1 600 euros net et on veut des négociations collectives pour faire augmenter les salaires partout, parce que ça relance l'économie populaire et donc ça réinjecte de l'argent, y compris dans le circuit économique, et ça crée un cercle vertueux. Puis je vais vous prendre la question du logement, puisque vous l'avez dit, ça m'est cher. Par exemple, on est pour revaloriser les APL de plus 10%. Tout le monde se souvient des mesures injustes prises par la Macronie à ce sujet. Puis il y a une question qui va arriver, c'est de généraliser l'encadrement des loyers, puisqu'on sait que ce n'est pas le cas partout. Moi, dans ma ville de Toulouse, on est une des seules grandes villes de France qui ne le fait pas. Et je vous donne un exemple là-dessus. À Toulouse, s'il y avait eu l'encadrement des loyers depuis 3 ans, eh bien, si vous aviez un loyer de 600 euros, par exemple, vous auriez fait des économies de 30 euros par mois. Alors, 30 euros par mois, ça peut paraître comme ça, peut-être peu, mais chacun sait à quel point ça peut être utile pour remplir son caddie, pour inviter un de ses proches au restaurant, faire une sortie avec les enfants au cinéma. Voilà, c'est tout un tas de mesures d'urgence comme celle-ci que l'on doit mettre en œuvre au niveau national. Et bien sûr, après, c'est une projection de la société dans ce que nous, on appelle la planification écologique, et qui permettra de créer de l'emploi, et de créer de l'emploi notamment pour faire une bifurcation par rapport au grand défi qui est le nôtre, celui du dérèglement climatique. On va l'aborder tout à l'heure, mais avant de l'aborder, vous parliez souvent du logement comme un angle mort, en tout cas dans la politique sociale. C'est vraiment central, le logement, dans cette lutte contre la pauvreté. Oui, et souvent, en fait, ce que l'on voit, c'est que tout le monde paye dans son revenu des parts importantes liées au logement. Et pourtant, personne n'en fait vraiment un sujet politique, comme la question des salaires, par exemple, qui est un sujet politique à juste titre et qu'on doit augmenter à juste titre. Mais c'est des choix politiques. Le loyer que vous payez, c'est un choix politique. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, moi j'ai 40 ans. Quand je suis né, on mettait 13% de son revenu environ dans le logement. Aujourd'hui, c'est minimum 35%, ça peut aller jusqu'à 40, 50%, voire plus dans certaines zones tendues. Et cela parce qu'il n'y a pas eu de régulation à la fois du foncier et des loyers. Et c'est pour ça que le pouvoir politique doit reprendre la main dessus et dire qu'il faut mettre un stop et s'inspirer d'autres modèles qui peuvent exister. On parle souvent du logement public comme quelque chose qui a été en coupe rase sous la Macronie, mais qui devrait être une chance. Je vous prends la capitale de l'Autriche, Vienne, par exemple. C'est une ville où la grande majorité des logements, ce sont des logements publics de grande qualité et où les gens ne veulent pas acheter forcément et devenir petits propriétaires, mais ils préfèrent même être locataires du logement public parce que l'offre est telle qu'elle le permet et qu'elle est mieux disante de ce point de vue-là. Et par exemple, hier, j'interrogeais la ministre à la politique de la ville, Madame Méadel, et nous, notre projet, et il va valoir pour les municipales, c'est de faire des quartiers prioritaires de la ville, des quartiers populaires, des quartiers qui soient en pointe de la planification écologique en investissant massivement dans la rénovation thermique et phonique des logements publics. Vous parlez de ce que vous proposez
localement, on parlait plus globalement aussi de ce que vous proposez pour la France, mais on a quand même le sentiment que pour que les insoumis ou la gauche soient au pouvoir, il faut une majorité, donc il faut que vous soyez unis avec d'autres partis. Et on a plutôt le sentiment actuellement que vous avez plutôt du mal à vous entendre. Alors qu'à droite, on se pose beaucoup moins de questions. Hein, et on a appris cette semaine que Sarkozy avait rencontré Bardella. Donc on arrive tout doucement à cette union des droites finalement. Alors, il y a une porosité de plus en plus forte dans l'idéologie entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Moi, je le vois à Toulouse, j'ai un maire, Monsieur Moudingue, par exemple, qui est issu de la droite traditionnelle des Républicains. Alors, une droite qui s'assume, dure, mais qui va utiliser, par exemple, des éléments de langage issus de l'extrême droite de plus en plus souvent, qui va prendre des positions aussi qui sont celles de l'extrême droite. Je vous prends deux exemples. Il va toujours, lui et ses adjoints, qualifier par exemple les membres de la France insoumise d'islamo-gauchistes. Il y a même une de ses adjointes qui a appelé à, je cite, liquider la Shirley LFiste. Donc de plus en plus violent, la pastèque, vous êtes des pastèques, donc rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur, qui est une expression issue de Jean-Marie Le Pen. Et il va prendre des actes aussi qui s'apparentent à des actes que pourrait prendre une municipalité d'extrême droite. Par exemple, il a censuré une exposition de Médecins sans frontières sur Gaza pour être en ligne avec le gouvernement de Netanyahou. Justement, le climat actuellement, il y a plusieurs incendies à Marseille, à Narbonne, des records de température annoncés encore pour cet été. Est-ce qu'il faut tirer le signal d'alarme ? Oui, et j'ai plusieurs collègues qui l'ont fait en étudiant notamment les moyens qui étaient alloués à la sécurité civile. On parle des Canadair, on a eu l'histoire des Canadair qui étaient en panne. Bon, un Canadair, c'est 20 millions d'euros. Alors, je ne vous dis pas, avec 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, combien de Canadair on aurait pu acheter. Mais on voit bien que le détricotage des services publics et des moyens alloués au public en termes de sécurité, eh ben, il a aussi ses effets en termes d'intervention des pompiers. Il faut les saluer. Il y en a eu plusieurs qui ont été blessés. Après, ce type d'événement va s'accélérer, malheureusement, si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on le sait. Et donc ça, c'est une politique de long terme. Et ce qu'on a vu cette semaine, par exemple, avec la loi du plomb, peut sembler décorrélé, mais tout se tient, puisque forcément, on dérègle des cycles du vivant. Et surtout, on n'agit pas concrètement sur la question climatique. Dans la loi du plomb, par exemple, vous aviez le retour sur les méga-bassines. On va assécher des nappes phréatiques, donc ça veut dire moins d'eau, et ça veut dire aussi moins d'eau pour les services de secours, etc. Justement, la question climatique, même écolo, est souvent absente des grands débats politiques. Vous venez de parler de la loi du plomb. Quand vous la présentez, on a reçu aussi cette semaine un député écologiste qui nous en a parlé longuement. On se demande pourquoi, en fait, l'ensemble de la classe politique ne comprend pas l'urgence dans laquelle on se trouve. Oui, moi je voudrais m'arrêter sur ce qui s'est passé parce que je pense que vous avez raison et je vous remercie d'en parler. Mais il faut bien que toutes celles et ceux qui nous regardent, peut-être celles et ceux qui diffuseront l'information, disent aux gens d'aller voir qui a voté quoi sur la loi du plomb. La loi du plomb, on pourrait l'appeler la loi poison. Elle réintroduit des pesticides, donc les néonicotinoïdes, qui sont délétères pour le vivant, notamment pour les abeilles, mais aussi pour les humains. Et moi, je salue l'intervention de Fleur Breteau, qui est d'un collectif qui lutte contre le cancer, et de dire que la question du cancer est une question politique. Et je pense que tout le monde a dans ses proches des personnes qui ont eu un cancer. Moi, ma mère a eu un cancer. J'ai une cousine qui est morte jeune du cancer et je connais plein de gens qui ont été affectés par cette question-là et on ne peut pas la traiter juste de temps en temps par des appels de fond. C'est une question politique, on l'a vu avec le chlordécone, on va le voir avec ces pesticides-là. Et celles et ceux qui ont voté cette proposition de loi portent une lourde responsabilité. Et moi, je dis à tout le monde d'aller regarder ce qu'ils ont voté parce que c'est les mêmes qui vous parlent tout le temps de sécurité, vous savez. Bien, c'est ceux qui vous mettent en insécurité alimentaire, notamment parce qu'on sait que les pesticides passent par la question de l'alimentation et de l'eau. Et donc, il est très important d'alerter là-dessus, que les responsables, j'ai envie de dire les irresponsables politiques qui ont voté cette loi rendent des comptes aux citoyennes et des citoyens sur les conséquences que cela va avoir. Et moi, je suis très meurtri parce que je pense que sur une question comme celle-ci, en fait, il devrait y avoir unanimité de l'Assemblée pour dire on ne touche pas à la santé
de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Tout ça pour satisfaire une minorité d'agriculteurs et le lobby agro-industriel et le lobby des pesticides. C'est-à-dire c'est totalement contre l'intérêt général. Et c'est faux de dire qu'il y a une majorité d'agriculteurs qui seraient pour cette loi. C'est les premières victimes. C'est elles et eux qui vont inhaler, qui vont être en contact avec ces pesticides en premier ressort. Donc vraiment, je le dis, et je pousse un petit peu peut-être un... Enfin, voilà, j'essaye de dire aux gens que ce qui s'est passé à l'Assemblée cette semaine n'est vraiment pas anodin et nous a particulièrement blessés. Moi, j'ai été effaré de voir, par exemple, qu'il y a 2 adjoints de M. Moudin, qui sont députés et sénateurs, qui ont voté cette loi. C'est-à-dire qu'ils votent la permission de renvoyer des pesticides, y compris dans l'assiette de nos enfants, de nos pitchouns, alors que les études montrent qu'il y a une augmentation des cas de cancer, notamment chez les enfants. Il y a 1300 médecins qui ont fait une tribune pour alerter sur les risques de cette proposition de loi. L'ANSES alerte également. Et au-delà des êtres humains, il y a aussi la question des abeilles, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a 1/3 des colonies qui sont menacées. On sait que ça dérègle le système, notamment cérébral des abeilles, leurs repères et autres. Et je vous rappelle que les abeilles, c'est 80 à 90% des arbres fruitiers qui sont menacés s'il n'y a pas de pollinisation derrière. Donc tout en fait, derrière la question écologique, et c'est pour ça qu'elle est passionnante et urgente à traiter, tout se traite en série. Et on ne peut pas décorréler les choses et il faut avoir une vision systémique de la question. Et justement, concernant la canicule, on est toujours dans les questions d'écologie, de dérèglement climatique. Que propose la France Insoumise, ou vous notamment, sur cette question-là? Quel est le plan? Qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire? Qu'est-ce que vous feriez plus tard si vous êtes au pouvoir? Alors, nous, on vient de sortir à ce sujet un plan canicule pour l'été, avec plusieurs volets. Il y a la question notamment du travail, c'est-à-dire d'avoir des horaires aménagés et d'être interdit, enfin d'interdire le travail forcé sous des températures qui ne le permettent pas. Il y a la question aussi de l'ouverture d'un certain nombre de lieux publics, notamment des piscines, que les piscines publiques soient gratuites. Et je pense qu'il faut en construire davantage dans certains endroits, des piscines publiques, mais aussi des bassins ludiques. Je vous prends un cas, par exemple, à Toulouse. Nous, ce qu'on a prévu, c'est 2 choses. C'est de répondre d'abord à l'urgence qu'il y a, parce que vous savez que notre ville est destinée à des températures très importantes. Je dis la ville de Toulouse, c'est celle que je connais, mais je suis sûr que c'est partout pareil ailleurs. Nous, on dit qu'il faut adapter ce qu'on appelle la ville du quart d'heure à la planification écologique. C'est-à-dire qu'à moins de 15 minutes de chez vous, vous devez avoir très rapidement un parc fraîcheur, un îlot de fraîcheur, une salle municipale ou un équipement municipal qui soit rafraîchi ou qui soit climatisé selon ce qu'on peut faire. Ça peut être des médiathèques, ça peut être des musées, ça peut être des salles municipales. Et puis, vous devez avoir aussi à proximité, à moins de 15 minutes, une salle, donc j'ai dit, un point d'eau avec une piscine et des bassins ludiques. Donc un parc, un point d'eau, une salle climatisée. Et c'est donner aussi une projection à l'horizon 2040 sur 2 sujets qui sont importants. C'est rendre la Garonne baignable. La Garonne, c'est notre fleuve qui va de Bordeaux à Toulouse jusqu'aux Pyrénées, et qui est un bien commun, et c'est faire en sorte notamment qu'il y ait 0 bouilloire thermique à l'horizon 2040. Et là-dessus, la Fondation pour le logement a montré à quel point il nous fallait faire des efforts et investir massivement dessus. Et d'ailleurs, il va y avoir une proposition de loi transpartisane qui va être déposée à l'Assemblée en septembre. Je voulais aussi revenir sur l'actualité internationale, notamment ce qui se passe à Gaza. Actuellement, des négociations indirectes se tiennent donc à Doha pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que finalement ça peut aboutir cette fois-ci? Il faut le souhaiter, mais il faut le souhaiter. La situation est telle qu'elle est insupportable. En fait, je crois que tout a été dit, ou pas assez, ou c'est indicible. On n'arrive plus à trouver les mots. Et il faut un cessez-le-feu absolument à Gaza, mais ça ne peut pas se faire sans une pression internationale des différents pays. En venant là, j'écoutais une interview d'Edgar Morin, vous savez, et qui disait à quel point lui, il était ahuri par la situation, et notamment ahuri par le fait que dans le concert international, un certain nombre de puissances, dont la France, n'ait pas une voix forte sur le sujet.
Monsieur Netanyahou, là récemment, on a vu encore qu'il avait utilisé l'avion pour traverser notre territoire. Je suis désolé, c'est un criminel de guerre internationale. Il faut l'arrêter. Et il faut arrêter ce gouvernement d'extrême droite qui soit jugé comme tous les autres criminels de guerre internationaux, par ailleurs, hein, sans exclusive. Mais la France doit avoir une voix beaucoup plus forte qu'elle ne l'a eue, être beaucoup plus ferme avec le gouvernement israélien. Et je pense aussi que ça fait partie des conditions par lesquelles on peut arriver à un cessez-le-feu. Oui, parce que notamment, pendant qu'on négocie d'un côté, dans le même temps, Israël continue de tuer des Palestiniens. Je le disais encore hier, 22 personnes sont mortes et certaines meurent en se rendant dans les centres d'aide humanitaire. Oui, bah moi, vous savez, moi je fais partie de la délégation interparlementaire qui est allée à Rafah en février 2024. Et je pense que moi, j'ai retenu quelque chose particulièrement du dialogue avec les humanitaires qu'on a pu rencontrer là-bas et que je salue d'ailleurs, hein, toutes celles et ceux qui s'engagent pour venir en aide aux Gazaouis, c'est qu'on était devant le poste frontière et on se disait mais est-ce que c'est utile qu'on soit là? Enfin, on se sent un peu dans une situation assez dérisoire parce qu'on est devant le poste frontière, on ne peut pas aider, on n'a pas les compétences, on ne peut pas entrer, on est juste là. Et ils nous ont dit, vous savez, chaque geste symbolique compte. Chaque geste symbolique compte parce qu'à l'intérieur, à Gaza, les gens vous voient et se disent au moins on n'est pas seul au monde. Et donc dans chaque petite commune de France où il y a une manifestation, un rassemblement, où vous êtes peut-être 5, 10, eh ben, vous êtes là et c'est important qu'il y ait ces voix-là qui existent et que tous les gestes symboliques ont une portée. Je crois à Toulouse, on a demandé récemment avec les élus de la France Insoumise la suspension du jumelage entre Toulouse et Tel Aviv tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État palestinien. Ça a malheureusement été refusé par le maire Jean-Luc Moudin en disant oui, mais ce n'est pas le sujet, on ne fait pas de politique. Mais en fait, que fait-on ? Si on n'a pas une voix sur la solidarité internationale pour dire qu'à un moment, la politique d'un gouvernement ou d'un pays est aux antipodes de ce que l'on porte en termes de valeurs, alors à quoi sert-on ? Et je veux dire, suspendre un jumelage, ça peut sembler une action comme ça, assez dérisoire, mais elle est symbolique. Et d'autres l'ont fait d'ailleurs. À La Rochelle, qui n'est pas une mairie insoumise, ça a été fait. À Barcelone, à Bruxelles. Et je pense que la pression internationale, quand elle vient de toutes parts, eh bien, elle a son utilité. Et on l'a vu dans d'autres cas et dans d'autres luttes, en Afrique du Sud ou ailleurs. François Piquemal, merci d'avoir été avec nous, d'avoir pu décrypter cette actualité aussi bien nationale qu'internationale. Merci. Et juste une phrase pour dire qu'à Toulouse, on prépare les municipales comme de nombreuses listes insoumises. Et nous, ce qu'on fera, c'est une liste garantie sans pesticides et sans A69. Donc, commencez à vous renseigner sur le programme que proposent les uns et les autres. Très bien, merci. On vous aura compris. Vous êtes déjà en campagne. Ça commence le 1er septembre. Effectivement, voilà. Vous avez un peu anticipé. Mais en tout cas, vous faites bien en tout cas de prêcher pour votre paroisse. Merci à vous de nous avoir suivis.